Ok, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire, la technologie comme principal challenge des retailers aujourd'hui, et je dirais même demain, ou depuis la commande jusqu'à la gestion des retours, quels sont les facteurs clés d'optimisation. Donc ce webinaire est organisé conjointement par Comarch et Acteos, deux acteurs partenaires et complémentaires qui fournissent des solutions technologiques pour les enseignes de distribution et qui contribuent en particulier à la digitalisation des points de vente. Nous allons rentrer dans le vif du sujet d'ici quelques instants pour permettre aux derniers participants de se connecter et de nous rejoindre. En attendant, un petit rappel pour ceux qui ne le connaissent pas, vous avez la possibilité de poser des questions dans l'onglet du même nom quand elles vous viennent durant la présentation. Et nous avons prévu d'y répondre, de garder du temps à la fin de cette présentation pour pouvoir y répondre. Donc, n'hésitez pas et vous pouvez les renseigner au fil de notre présentation. Donc, bonjour à tous. Donc tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Eric Léval, directeur de mission retail chez Comarch depuis plus de 3 ans, en charge du développement commercial dans ce secteur. J'ai plus d'une vingtaine d'années d'expérience chez différents éditeurs de solutions dans ce secteur. Donc avec mon équipe, nous qualifions les besoins de nos prospects, nous préparons les réponses au cahier des charges et nous intervenons aussi dans des missions d'expertise auprès de nos différents clients. Donc pour animer ce webinaire, je suis accompagné par Benoît et Louis, que je vais laisser se présenter rapidement. Donc Benoît, si tu peux commencer. Merci Eric, bonjour à tous. Donc Benoît Gros, consultant supply chain au sein d'Acteos, 10 ans d'expérience en supply chain. Consultant supply chain, c'est chez Acteos à la fois ingénieur avant-vente sur la qualification des besoins et l'accompagnement sur les projets, consultant fonctionnel au cours des projets également, avec nos chefs de projet, et contribuer à la R&D de nos produits avec nos chefs de produits. Louis. Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Louis Masson, donc je suis ingénieur avant-vente chez Comarch, donc je travaille conjointement avec Eric qui anime ce webinaire, donc j'ai un peu plus de 10 ans d'expérience chez des éditeurs de logiciels, notamment sur des sujets, on va dire, qu'on va retrouver au travers de ce webinaire, donc orienté ERP et entre autres aussi un peu sur la partie encaissement. Merci Louis. Ok. Nous allons donc aborder tout au long de ce webinaire plusieurs thèmes et domaines que vous connaissez bien. Tout d'abord, nous allons commencer par le cadrage amont, avec tout ce qui est calcul de la prévision de la demande client et des approvisionnements. Nous enchaînerons ensuite avec l'ensemble des processus d'achat, comment l'automatiser en interne, mais aussi avec nos partenaires commerciaux. Ensuite viendra l'aspect logistique d'entrepôt et surtout l'optimisation des transports, deux points très, très importants. Bien sûr, nous allons parler des ventes, donc dans le cadre d'une vision commerce unifié centrée sur le client. Et enfin, nous finirons par aborder le pilotage centralisé avec tout ce qui est outils d'aide à la décision. Donc la durée de notre présentation sera d'environ 45 minutes et nous garderons donc justement un petit quart d'heure enfin pour répondre aux différentes questions. Alors encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter. Mais avant tout, nous allons commencer par une rapide présentation de nos sociétés. Donc tout d'abord, je vais vous présenter donc Comarch pour Computer Architecture, donc qui est un éditeur, intégrateur et hébergeur de solutions informatiques. Donc nous sommes un groupe d'origine polonaise, qui sommes d'ailleurs le premier investisseur polonais en France, fondé maintenant il y a plus de 25 ans. Le siège social est à Cracovie. Donc aujourd'hui, nous comptons plus de 6500 collaborateurs avec un chiffre d'affaires de plus de 334 millions d'euros en 2019. Nous sommes donc un acteur international avec 57 filiales dans de nombreux pays à travers le monde
ce qui permet d'accompagner nos clients à l'étranger et à l'international. Donc, alors j'ai dit éditeur, donc éditeur de solutions dans plusieurs secteurs d'activité. Donc, bien sûr le retail, mais il y a aussi la banque, l'assurance, télécommunications, transport, négoce, industrie et santé. Ce qui est important, c'est de dire que sur le secteur du retail, la France est pays pilote au sein du groupe et donc participe activement à l'élaboration de la roadmap. Les solutions de Comarch sont donc aussi reconnues par de nombreux organismes comme Gartner, Forrester et bien d'autres. Donc, nous sommes aussi intégrateurs avec une forte culture projet. Donc, des équipes dans tous les pays qui intègrent nos solutions avec des engagements non seulement de moyens, mais aussi de résultats. Le dernier point, hébergeur, car nous disposons en propre de 18 data centers dans le monde, dont 2 en France, certifiés ISO 27001 et surtout HDS pour l'hébergement des données de santé. Et je terminerai juste cette présentation de la société par des particularités importantes sur le marché. Donc, Comarch est une structure familiale qui appartient toujours au fondateur, le professeur Philippe Piac et sa famille. Ils sont animés par une forte culture industrielle basée sur des investissements sur le long terme, on va dire loin des impératifs des fonds de pension. Ceci est important parce que cela permet de dégager des investissements importants et continus à hauteur de 16% du chiffre d'affaires dans les différents produits. Donc, c'est quelques références que je ne vais pas détailler. Mais ce que vous pouvez reconnaître, c'est à la fois des grands groupes, mais aussi des enseignes un peu plus modestes. On va retrouver tout type d'organisation, des succursales, des adhérents, des franchisés, pour des projets donc, qui sont projets nationaux ou avec des déploiements à l'international. Donc maintenant, je vais passer la main à Benoît qui va vous présenter notre partenaire, la société Acteos. Merci Eric. Donc Acteos, on est expert dans le domaine de supply chain management et de solutions mobiles. Donc c'est une entreprise qui a un peu plus de 30 ans, qui est basée dans le nord de la France, mais pas que, puisque Acteos c'est un groupe présent au Liban, centre de développement en propre au Liban, en Allemagne et centre de développement au Liban, une centaine de collaborateurs, présents dans différents marchés, le retail bien sûr, mais également d'autres, l'agro, la pharma, santé, industrie, prestataires logistiques. On verra quelques références. Vraiment, le focus d'Acteos, c'est proposer un ensemble de solutions, que ce soit logicielles ou mobiles, destinées à l'optimisation de la supply chain et l'optimisation des performances appro-logistiques. La particularité d'Acteos, c'est, Comarch l'a cité, c'est la dimension de partenaires et d'écosystèmes, notamment aussi avec 18 partenaires sur des solutions hardware et IoT de mobilité, donc liées notamment et principalement sur tout le flux, lié à l'entrepôt et au transport. On aura l'occasion d'y revenir. Présent sur un certain nombre de pays, plutôt centrés France, Benelux, Allemagne, donc plutôt Europe. 13,5 millions de chiffre d'affaires sur le dernier exercice. Quelques références, là aussi, il n'y a pas tous les secteurs, toutes les références, mais c'est de montrer qu'effectivement bien présent dans le retail avec quelques références, mais également d'autres, dans d'autres secteurs, pour aller plus loin. Là aussi, via notre site web, vous avez beaucoup plus d'informations sur la société, les références, même des cas clients et des vidéos. Voilà. On va aller dans le vif du sujet après ces quelques minutes d'introduction et de présentation. Le secteur du retail, pour poser le contexte avant de dérouler le plan, un peu comme il a été présenté, c'est clairement celui que vous connaissez, en pleine révolution. Des choses moins récentes que d'autres, et ici, pas exhaustif, mais clairement des choses qui vont être assez dimensionnantes. Ce sont les nouveaux comportements d'achat, des clients toujours de plus en plus exigeants, que ce soit sur du prix, de la qualité, du service, de la visibilité, une notion d'impatient et surtout enclin à donner leur avis. On est vraiment plus sur une logique où on a des boucles vertueuses pour capter finalement tous ces comportements d'achat et adapter presque en temps réel en fait les parcours d'achat. Ce qui fait la transition avec le deuxième point, c'est que les stratégies sont résolument et définitivement orientées omnicanal. Avec quelque part, on va venir lisser les frontières entre les différents canaux, donc cette capacité à adresser et à optimiser en temps réel tous ces canaux. Et puis, on a des exemples très poignants récemment avec des événements exceptionnels qui viennent bousculer et pousser vous, les entreprises retail, essentiellement à se réinventer
pour tous ces bouleversements, typiquement liés par exemple à des crises sanitaires, mais pas que, d'autres événements. Donc, plus que jamais, dans ce contexte, il y a le besoin d'anticiper cette demande client et de bien appréhender les comportements des différents clients. Donc, le besoin d'anticiper cette demande pour avoir les bons produits, les bons services au bon moment. Tout ça est bien sûr en optimisant cette chaîne de valeur et en dimensionnant au mieux les différentes, on va dire, ressources, alors que ce soit type point de vente et autres, mais bien sûr le stock, la disponibilité produit. Et indirectement, je pense, vous l'avez compris, tout ce qui sera inhérent d'autres ressources, type surface, personnel, transport, et bien d'autres. Donc clairement, sur cette partie prévision de la demande, les objectifs, et là où concrètement la technologie est à la fois un challenge, mais aussi un outil dans ce contexte qui est bouleversé, c'est d'avoir des outils logiciels de prévision de la demande qui vont être en mesure de prendre en compte différents types d'influences. On en a mis quelques-uns, c'est plus illustratif, typiquement lié à de la promotion, de la rupture, à la vente exceptionnelle ou des influences que l'on pourrait appeler continues, l'influence d'une variable sur une autre. Au-delà de ces influences, c'est être en mesure effectivement de reconnaître de manière automatique ou semi-automatique des événements pour finalement être capable de dépolluer des événements particuliers et être en mesure finalement d'avoir une prévision de demande plus qualitative, plus adaptée. Le troisième point essentiel, c'est être en mesure de fait de pouvoir prévoir et anticiper de manière automatique. Quelque chose qui est bien sûr sous-jacent et qui n'est pas illustré ici, c'est la technologie, elle est au service dans le monde du retail d'un nombre de points de gestion très très élevé et d'un certain nombre de données. Donc les points de gestion couple article site, mais également des données qu'il faut être en mesure de traiter sur typiquement des produits à casse ou autres. La longueur des historiques, que ce soit pour le retraitement, mais aussi la capacité à générer de la prévision sur des horizons qui peuvent être assez étendus, à différentes mailles également, si on est sur des familles, des sous-familles. Donc la technologie est au service à la fois d'une volumétrie, d'un automatisme, mais aussi de cette intelligence pour détecter un certain nombre d'événements et d'influences et être en mesure, concrètement, à partir de certains flags type promo, de réimpacter des impacts sur la prévision future. Les bénéfices associés, c'est ces solutions, concrètement, c'est bien sûr d'avoir un automatisme et deux, une logique, alors que parfois on appelle machine learning, mais qui est un mot un peu pompeux. On va nous parler d'auto-apprenant. Concrètement, la puissance, elle est à la fois sur identifier et classifier des articles, et à la fois concrètement sur le choix du best fit, la meilleure méthode de prévision, qui parfois est aussi ne pas utiliser un algo de prévision. Ça peut être des points de commande ou plus récemment le DDMRP et autres. Donc, cette technologie, concrètement, va permettre à la fois, comme je le disais, de classifier, de dépolluer, de prévoir et de s'adapter dans le temps. Avec bien sûr la possibilité de générer automatiquement ou d'avoir à la main selon certains critères de type des classifications de prévisibilité, des classifications de rotation, par exemple ABC, ou certains produits sensibles au marché ou canaux sensibles. Le point, au-delà de l'aspect moteur de calcul, pour ne pas réduire la technologie à ça, c'est la notion de visibilité end-to-end sur la demande future. Là, on renvoie à la logique multipartenaire. C'est que l'outil ne sait pas tout faire tout seul, donc c'est la force des modes de prévision collaboratifs qui, par exemple, via un workflow, peut appuyer et outiller un processus meeting, avoir des éléments pour une réunion, alors qu'on appelle consensus meeting dans le milieu, mais qui permet d'avoir des échanges sur des impacts type promo ou des plans de la demande avec des équipes commerciales au marketing, pour justement être en mesure d'adapter et éventuellement d'ajuster certaines variables et paramètres. Alors les bénéfices, on peut citer un cas client, typiquement l'entreprise Shiver, groupe de distribution français, plusieurs centaines de magasins, que ce soit sur de l'alimentaire, du bricolage, avec un ROI assez rapide et une baisse des ruptures assez flagrante sur l'ensemble de ces points de vente. Je vais passer la main à Comarch.
Oui, donc merci Benoît. Donc une fois qu'on a effectivement une génération automatique des prévisions de la demande, pertinente et que l'on va pouvoir intégrer, et ça va être la base de les utiliser pour fluidifier et automatiser tous les processus d'approvisionnement, donc quels qu'ils soient, et d'achat. Ici, l'objectif est d'avoir un niveau de stock le plus juste possible pour répondre aux commandes clients dans des délais qui sont acceptables pour lui. Ce qui ne veut pas dire tout de suite, hein. Je pense que ça, c'est aussi une évolution. Ce qui est important ici, ça va être de respecter la promesse qui a été faite au client. Donc d'un côté, effectivement, éviter bien sûr les ruptures, surtout en surface de vente, mais de l'autre côté, il faut aussi éviter de prendre trop de risques avec des niveaux de stock trop élevés, qui deviennent rapidement synonymes de surcoût de stockage, de démarques promotionnelles qui peuvent arriver en fin de saison pour des articles saisonniers ou autres. Et donc tout ça, bien sûr, est synonyme de perte de marge, ce qui est complètement à essayer de minimiser. Ce qui est quand même un élément principal, c'est qu'on considère que le comportement des clients a changé ces derniers, on va dire, mois ou années. Si le délai acceptable, lui, s'est fortement réduit au fil du temps, même si encore une fois, on va dire, le 24 heures chrono d'une ancienne bien connue ne date pas d'hier, il n'en reste pas moins qu'un produit qui est non disponible maintenant en surface de vente n'est plus systématiquement une vente perdue. Et donc ça, c'est un élément important à prendre en compte. Donc il faut trouver un équilibre économique, on va dire, qui est malheureusement un équilibre souvent instable et mouvant, lié aux contraintes, au contexte extérieur, qui peuvent aller bien sûr, alors dans le domaine textile, typiquement de la météo, voire à la géopolitique internationale, avec des systèmes de taxes mis en œuvre par certains pays ou pas, ou carrément à la pandémie que l'on est en train de vivre. Donc, dans tous les cas, cela peut générer un travail important dans les services d'approvisionnement. L'objectif, c'est qu'il est quand même possible, et la technologie va être là, pour optimiser ces tâches en simplifiant l'opérationnel, donc au profit du pilotage par des indicateurs. Donc cette automatisation, elle est possible en passant par des systèmes traditionnels de type ERP qui vont inclure dans leurs différents modules, on va retrouver ce qu'on appelle un Advanced Planning System, donc qui va prendre en compte les différentes sources d'approvisionnement pour être capable de combler ces prévisions de besoins. Et effectivement, le planning system est bien quelque chose qui est complémentaire au module de forecast, de calcul de prévision, qui va effectivement prendre comme ces prévisions comme l'un des paramètres de cette planification. Donc, on va distinguer trois principales sources d'approvisionnement. Alors la première, la production de produits finis. Donc, je ne vais pas détailler cet aspect car il y a de moins en moins de retailers qui sont aussi des industriels et qui sont à la fois aussi distributeurs et producteurs, mais ça reste quand même une source d'approvisionnement qui est possible. On va avoir les commandes fournisseurs, qui vont, alors on peut aussi appeler tout ce qui va concerner l'approvisionnement amont. Et puis aussi tout ce qui est ordre de distribution de marchandises. Puisque effectivement, de plus en plus, les retailers utilisent un réseau de logistique qui peut être complexe, avec des entrepôts, des plateformes et bien sûr des magasins qui sont de plus en plus proches d'être considérés comme des entrepôts. Ces ordres de distribution qui vont permettre de faire des mouvements de marchandises entre les différents lieux de stockage, entrepôts, points de vente, entre deux entrepôts, on va dire tout ce que l'on appelle l'approvisionnement aval. D'un autre côté, on va retrouver plusieurs typologies de flux pour toute la partie commande fournisseur, donc des flux qui vont être livrés sur stock, donc stockage en entrepôt, des flux de livraison directe au point de vente, directement du fournisseur au point de vente. On va trouver aussi des flux intermédiaires avec le cross-dock qui a l'intérêt d'optimiser les frais de livraison, les opérations de manutention,
et les frais de stock, en déléguant une partie des opérations aux fournisseurs, donc ce qui peut aussi avoir des impacts sur les prix d'achat. Et on va retrouver même la livraison directe fournisseur client final. Donc ça, c'est typiquement le modèle d'une marketplace sur lequel les commandes clients vont être livrées directement par le fournisseur à son domicile ou un point relais. Donc en fonction des coûts et des délais, il devient de plus en plus important et surtout des travaux de plus forte valeur ajoutée de gérer les différents indicateurs comme tout ce qui va être les délais, les prix d'achat. Donc ça, ce sont des éléments fondamentaux de la négociation fournisseur, qui est un prérequis incontournable à l'automatisation des processus d'achat. De la négociation sur les conditionnements aussi, qui sont des leviers d'optimisation des opérations de manutention, en particulier pour le cross-dock, pour faire des implantations dans les différents magasins, donc d'avoir des conditionnements adaptés à la taille des magasins. Ça, ce sont des éléments aussi qu'il va falloir prendre en compte dans l'automatisation des achats. Le taux de service, donc des articles, donc ça aussi c'est un élément important, puisque effectivement le taux de service comme niveau de rupture acceptable, c'est-à-dire qu'effectivement on ne va pas considérer que les produits sont toujours disponibles, mais on va justement tolérer ce niveau d'incertitude. Et puis tout ce qui est indicateur de couverture souhaitée, la périodicité et le calendrier des livraisons entre les différents lieux de stock par des tours. Donc tout ça, effectivement, ce sont des indicateurs qu'il faut gérer donc avec une forte valeur ajoutée. Donc donner des outils pour les approvisionneurs pour piloter ces indicateurs. Et une fois que tous ces indicateurs sont bien renseignés dans le système, la création manuelle des commandes fournisseurs ou des ordres de distribution n'a plus d'intérêt, n'a plus de forte valeur ajoutée, mais on va être capable donc d'automatiser ce processus-là et en fonction de tous ces critères, bien sûr, qu'il conviendra de maîtriser, les solutions technologiques maintenant sont capables de générer au meilleur moment, j'allais dire le jour J, et donc quelquefois pour l'ultra frais, ça peut être l'heure H, des suggestions de commandes directement dans le système qui vont être validées par les utilisateurs ou transformées même automatiquement en commande fournisseur. Donc l'apport technologique ici des solutions doit aussi permettre d'intégrer dans ces processus qu'on va essayer d'optimiser le plus possible des workflows humains qui vont permettre de contrôler les cas limites, mais aussi et peut-être surtout de rassurer les utilisateurs. Donc ces workflows doivent aussi ainsi permettre à l'utilisateur de se focaliser sur le hors norme et les cas exceptionnels. Donc l'exemple typique souvent mis en œuvre, c'est un workflow de validation en fonction du montant de la commande pour simple, voire double validation si la commande dépasse un certain seuil, ou inversement si le montant de la commande est par exemple inférieur au franco. Donc cette combinaison entre l'automatisation et des workflows humains est quand même un élément important. Encore une fois, de mon point de vue, rassurer l'approvisionneur est un élément important qui doit favoriser la mise en œuvre de ces solutions qui sont aujourd'hui encore trop souvent confrontées à des réticences qu'il faut lever avec un accompagnement à la conduite du changement. Donc, entre ces deux parties, donc la génération de la commande fournisseur, l'appro en amont et la génération des ordres de distribution, l'appro aval, il reste un aspect d'automatisation des achats qui concerne l'échange des documents avec vos fournisseurs partenaires. Et là, je vais laisser Louis vous détailler ce point. Merci Eric. Donc, ce qui est vachement en fait intéressant dans toute cette partie automatisation, comme on a pu le voir précédemment avec Eric, c'est que l'un des éléments clés aujourd'hui de ces processus d'automatisation, c'est ce qu'on appelle l'EDI. Donc, pour rappel, pour ceux à qui ça ne parle pas, l'EDI, ça veut dire échange de données informatisées, et ça va permettre entre autres de connecter en fait deux partenaires, donc à savoir le distributeur, donc l'enseigne, la marque, avec son ou ses fournisseurs. Alors là, au travers du slide que vous pouvez voir, on a illustré alors quelques exemples. C'est pas forcément exhaustif, hein. On va retrouver notamment des commandes, la réception de l'accusé de commande de la part du fournisseur, son avis de livraison d'expédition, l'accusé de la réception et après la facture. Bien entendu, on peut imaginer alors plein d'autres process et d'interfaces. On va pouvoir connecter le distributeur et le fournisseur, par exemple récupérer, pourquoi pas,
les nouveaux prix d'achat fournisseurs, pour pouvoir récupérer par exemple le catalogue produit mis à jour. Donc le but de toute cette automatisation, c'est vraiment d'apporter des gains pour l'entreprise, pour les deux entreprises. Alors, on va pouvoir notamment lister en termes d'amélioration, c'est l'amélioration de la qualité des données qui vont être échangées. Parce que ce qu'il faut s'imaginer, c'est que jusqu'à aujourd'hui, avant, on passait tout simplement une commande au format papier, via fax, via email, et bien entendu, on avait des actions généralement humaines où on pouvait avoir un taux d'erreur, on va dire plus ou moins acceptable durant ces échanges, parce qu'on se trompe dans la quantité, on se trompe dans la référence article, on se trompe de destinataire, et tout ça entraîne un nombre d'erreurs. Avec l'automatisation de ces échanges et le fait de les informatiser, forcément, on limite ce nombre d'erreurs parce qu'on a prévu des process tout simplement en fonction de la suggestion des commandes. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va limiter les actions manuelles, comme on l'expliquait, et forcément de limiter le nombre de partenaires qui vont interagir. Donc, on aura peut-être toujours de la supervision et de la validation, on va dire, de responsables des achats. Mais en limitant ces actions, forcément, on a une réduction de l'ensemble des coûts et de l'ensemble du personnel. Donc, par le passé, on allait avoir des plateaux entiers dans les entreprises avec des équipes d'approvisionnement et d'achat justement pour contacter les nombreux fournisseurs. Aujourd'hui, en automatisant ça, on va forcément limiter son personnel et on va pouvoir réinvestir cet argent ailleurs. Ce qui est également intéressant, c'est au travers de cette automatisation, c'est qu'on va pouvoir accélérer ces processus métiers. Parce qu'avant, on passait par 1, 2, 3, 4, 5 intermédiaires. Aujourd'hui, on peut imaginer, donc typiquement sur de la marque de distributeur, faire de la commande en direct automatisée, donc sans demander des validations, et ou limité à 1 ou 2 intervenants en termes de validation de ce qui va être envoyé au fournisseur. Donc là-dessus, on est vraiment sur un gain qui va se faire à plusieurs échelles, aussi bien en termes de qualité de données échangées, mais également en termes de coût. Et après, bien entendu, on n'oublie pas, c'est qu'il y a aussi un aspect écologique derrière tout ça, c'est que on limite forcément tout ce qui va être papier, donc qu'on connaissait par le fax, mais également par l'impression des emails, vu que là, on passe par des données informatisées qui va permettre de connecter l'ERP du distributeur à l'ERP du fournisseur. Donc, je vais relaisser la parole à Benoît, justement, pour faire le chaînage avec cette partie logistique, avec notamment le pilotage des entrepôts. Merci. Tout à fait. C'est vrai que le corollaire des flux d'informations, ce seront les flux physiques dans le réseau de distribution, au sens large, les entrepôts, le transport. On va évoquer ici, finalement, l'écosystème logiciel et technologique autour principalement de solutions de type WMS, TMS pour l'entrepôt et le transport. Et on y retrouvera, pour faire le lien, cette notion de fluidifier et fiabiliser le flux, que ce soit, on l'a vu, sur du flux d'informations, mais également sur le flux physique. Sur le pilotage de l'entrepôt, la force de ces solutions, concrètement, type WMS, il y a des basiques que je ne reprendrai pas ici, mais c'est bien cette notion d'être en capacité de piloter en temps réel toutes les activités et les ressources de l'entrepôt, depuis ce qu'on appelle la pré-réception, par exemple la prise de rendez-vous, les portails type prise de rendez-vous, slot, yard management, bien sûr toutes les activités internes au site depuis la réception jusqu'à l'expédition. On va passer par un certain nombre d'étapes et en tant que retailer, vous devez bien le savoir, le flux est multiple. On peut avoir des logiques de flux type tendu, cross-dock, des logiques d'éclatement. De la préparation, même des préparations au pluriel, puisqu'on a des types de préparation assez variés en fonction des typologies d'activités, de lignes, de clients, de fréquences, monoclient, multiclient, j'en passe. Et on évoquera aussi la partie mécanisée ou automatisée ou manuelle. Donc on a vraiment une pluralité dans ces activités de préparation que ces solutions, pas que software, avec d'autres partenaires technologiques d'automatisation et de mécanisation, ces solutions permettent d'adresser pour répondre aux enjeux métiers des différentes typologies de flux et de préparation. Concrètement, c'est vrai que de plus en plus, les attentes du client, et notamment avec le multicanal, le e-commerce, vont aller
bousculer le modèle historique de préparer des volumes vers des magasins. Donc de plus en plus, il y a ces sujets d'adresser une multiplicité de flux peut-être plus tendus, de passage par un site, ou des logiques de ramasse-ventilation sur des commandes, etc. Donc l'intérêt, c'est de le piloter, mais c'est également le suivi en temps réel, puisqu'on peut avoir des logiques, par exemple, de cut-off plus tardives ou des commandes urgentes. Donc au-delà de cette notion de pilotage, il y a la capacité à avoir des écrans de suivi en temps réel de cette charge des activités pour être en mesure d'ajuster, de reprioriser toutes ces activités sur entrepôt. Le troisième point, au-delà du pilotage et du suivi, ça va être de prévoir et d'être en capacité d'optimiser ses besoins. Là aussi, plus les délais vont être courts, plus on va avoir ce besoin en anticipation d'avoir le bon dimensionnement sur l'entrepôt. Donc ça passe également voilà, par des capacités et de la visualisation des charges à venir. Ça, c'est des fonctionnalités qui sont un peu plus récentes, d'anticiper. Donc c'est un peu le corollaire avec la prévision de la demande, mais lié à la planification des ressources et des activités sur l'entrepôt, notamment type retail B2C, où on a beaucoup moins éventuellement de visibilité. Côté progiciel, ça ne suffit pas sur un entrepôt. Donc, il y a ce fameux écosystème que j'évoquais avec nos partenaires technologiques qui peuvent être sur de l'automatisation. Donc, ça peut être sur typiquement des transstockers, du convoyage, des AGV. Donc, là aussi, je n'entrerai pas dans tous les détails et les cas clients, mais via notre site web, vous aurez accès à des cas clients et vous verrez selon le contexte avec un type d'automatisation ou un autre, ou certaines solutions de mobilité. On parle aussi de robotisation. Là, par exemple, sur des bras de type picking en type de préparation. Ça peut plus récemment, on parle aussi un peu sur l'automatisation de l'inventaire, que ce soit via de la RFID ou du drone. La RFID, donc l'évoquer essentiellement sur de l'inventaire ou par exemple sur du contrôle au chargement. On pourrait le retrouver aussi sur de la traçabilité, bien sûr, au-delà des frontières de l'entrepôt. On peut le retrouver aussi côté transport. Le vocal, qui va permettre de libérer les mains des préparateurs, notamment pour des préparations plus précises, peut-être plus au détail, bien sûr plus rapides. Donc les casques, plus récemment une veste, là aussi avec notre partenaire Top System, la veste Lydia, par exemple, notamment pour adresser les préparations type multi-client au détail. Et les solutions mobiles, de mobilité, entre guillemets plus classiquement, mais incontournables, les technologies nécessaires sur l'entrepôt, des terminaux mobiles et embarqués, des scanners code barre, des PDA, l'ensemble de ces solutions qui sont, comme je le disais, aussi côté Acteos en capacité de conseil et d'intégration dans l'écosystème avec le WMS. Voilà, le WMS concrètement agit bien en chef d'orchestre avec l'ensemble de ces technologies en temps réel. Et l'idée, c'est ce qu'on évoquait, c'est que sur ce flux physique, il y a aussi du temps réel, de la fiabilité pour concrètement que le flux aille le plus vite et de manière la plus fiable possible. Et notamment pour soutenir toutes les informations qu'on évoquait de suivi temps réel et d'être capable de piloter en temps réel l'ensemble du flux en s'y connectant avec ces éléments technologiques et matériels. Alors, lié au transport, et on le voit, c'est que de plus en plus les problématiques sont croisées WMS plus TMS, avec un certain nombre de sujets et de projets qui sont logistique et transport à la fois. En un extract, la technologie, elle est au service de grandes fonctions que l'on représente ici. L'un des exemples concrètement, et notamment quand le retailer est plutôt en achat-transport, ça va être l'apport sur le choix du prestataire, avec par exemple des matrices de décision pour choisir le bon partenaire, le bon prestataire assez rapidement, selon des éléments de coût notamment, mais pas que, du contrat, le moyen disponible, le service, la qualité de son service, etc.
Sur la planification, effectivement, la capacité à planifier et à optimiser le transport passe nécessairement par le besoin de modéliser un champ de contraintes assez large et avec des moyens dédiés encore plus. Donc la disponibilité de ces moyens, des compatibilités de marchandises, typiquement sur du dangereux, du fret et autres. Des optimisations au chargement, bien sûr l'itinéraire en lui-même avec les profils de distance, vitesse et autres. Sans oublier bien sûr le client qui est vraiment la pierre angulaire et de démarrage. J'y reviendrai sur les créneaux de livraison. Alors, pas que sur de la... Là aussi, comme la prévision, la techno, elle est aussi au service du collaboratif avec de la prise de rendez-vous typiquement. Donc, c'est de la solution collaborative type portail, prise de rendez-vous, yard ou avec dans des logiques d'affrètement, d'achat-transport, des portails liés à des transporteurs. Donc, cette technologie, elle est là aussi pour permettre plus que jamais de fluidifier les échanges. Alors, ça peut être via EDI, ça peut être des appels d'API également, ou simplement des portails collaboratifs via des échanges d'informations. L'optimisation du schéma directeur, concrètement, pas y passer trop de temps, mais là également, un champ de contraintes assez large pour pouvoir simuler également. Il y a cette notion de simulation, alors qui n'est pas que au niveau stratégique du schéma directeur, qui peut aussi être sur des niveaux tactiques, de type simulation de tarifs, qui est vraiment au service du retailer pour challenger, redimensionner et optimiser un certain nombre d'éléments logistiques, transport et tarifs. Un des points qui finalement va reboucler avec vraiment la logique omnicanal que l'on évoquait, c'est la planification du transport en B2C. Donc plus que jamais dans le retail, avec les évolutions qui sont poussées par le client, on a ce besoin d'une techno temps réel en fait pour capter la demande client et surtout être en mesure d'y répondre en temps réel. Donc voilà, de manière très schématique et un peu simplifiée, mais pour passer ce message-là, c'est que finalement on part du client qui est au cœur, qui va avoir une attente, une exigence de produit, de livraison, que l'on va finalement capter et appréhender via des fonctionnalités un peu typées promesses clients. C'est là où c'est vraiment un écosystème. On est à la frontière du TMS et d'autres solutions. Finalement, c'est quel produit, quelle quantité a été commandé. Il va falloir livrer depuis quel point, un entrepôt, un magasin, à quelle heure, quel est le créneau précis souhaité par le client. On n'est plus sur du 9h, 18h, et puis il faut s'assurer qu'on puisse être là ou autre. Cette notion, finalement, va donner des éléments clés pour la planification et l'optimisation de ce transport, pour être en mesure de respecter cette promesse client et d'avoir tous les éléments dimensionnants de ce transport aval, on va dire B2C. Et finalement, cette planification, elle doit être dynamique, c'est-à-dire qu'en fonction des nouvelles commandes, des promesses, on peut avoir des tournées qui sont ajustées, enrichies, et en fonction d'aléas du terrain, ce qui fait la transition avec le tracking, va être en mesure de réorganiser son transport. Le tracking temps réel, il a donc cette fonction-là pour la planification, temps réel notamment, mais pas que, puisqu'on le disait, le client est de plus en plus exigeant, il y a une attente de visibilité aussi sur sa livraison, via un lien, via un SMS qui est reçu, confirmer un éventuel retard, pouvoir joindre le client pour le livrer. Et pour reboucler finalement avec l'attente du client, on va même finalement à équiper des chauffeurs-livreurs d'applications pour, par exemple, récolter ou fournir un lien de notation et d'avis client. Donc vraiment pour reboucler avec l'expérience client sur sa commande, sur le site web, sur la promesse client. Voilà, ce qui finalement, et je vais repasser la main à Komar, je vais faire le lien avec les solutions omnicanal pour adresser ces points. Merci Benoît. Donc effectivement, donc là on va parler sur l'aspect commerce et je dirais même donc avant même la pandémie que l'on connaît et puis dans un contexte où les exigences des consommateurs sur l'expérience client étaient on va dire exacerbées. Je pense que tout le monde est convaincu que l'approche customer-centrique est maintenant devenue un incontournable. Donc je veux dire, moi j'aime plus parler de multicanal, de cross-canal, d'omnicanalité, etc., qui restent des visions portées par les enseignes de retail. Là, l'objectif, c'est de parler de la vision client et donc de parler commerce unifié qui est une abstraction des canaux. Donc là, l'objectif, c'est de plus faire de distinction entre le online et les offline
Et puis, moi, j'aime bien dire, pour répondre aux attentes de personnalisation, considérer que c'est le client qui devient le canal de vente. Donc, l'approche commerce unifié et les solutions et les plateformes qui permettent d'y répondre, c'est vraiment une approche globale qui va bien au-delà des différents parcours, qui restent bien sûr incontournables et on les détaillera un petit peu plus tard. Mais cela concerne aussi et surtout tous les processus de gestion de l'offre, de la disponibilité, de la visibilité des stocks. Donc, quand je parle d'offre, c'est l'offre au sens large. Donc, la gestion du catalogue produit avec tout le référentiel multimédia, tous les critères de recherche que l'on peut trouver, mais bien sûr la constitution des assortiments et du référencement, d'être capable de faire des extensions de gamme. Donc ça c'est des choses qui sont de plus en plus mises en œuvre. Bien sûr, l'aspect gestion des prix, des promotions, des opérations commerciales, l'élaboration aussi du plan marketing avec des opérations commerciales ciblées ou non sur des segments clients. Donc, on est vraiment dans une approche globale et tous ces sujets-là doivent trouver une réponse. Et donc, en tout cas, les solutions technologiques doivent offrir une réponse aux retailers pour avoir cette vision globale. Ce que l'on va retrouver dans une plateforme de commerce unifié, bien sûr, c'est l'aspect connexion. Alors, bien sûr, sur le schéma, on a encore laissé la partie distribution physique d'un côté, le commerce digital. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver avec un commerce physique qui est en pleine mutation digitale, qui va vers l'autonomie pour le client d'un côté, avec tout ce qu'on va retrouver, self-checkout, etc. Et de l'autre, tout ce qui touche à la vente assistée, avec une interaction encore plus aboutie avec le personnel magasin. Donc, on peut aller jusqu'au personnel shopper, prise de rendez-vous, etc. Sur le commerce digital, on va retrouver des connecteurs tout de suite avec, bien sûr, les applications, les sites web, les différents sites web, mais aussi de plus en plus sur des applications natives m-commerce qui sont portées directement par les clients en magasin. On va retrouver les différentes places de marché. Donc, avec à la fois des enseignes qui sont devenues marketplace et d'autres qui sont juste simples vendeurs sur ces marketplaces. Le wholesale reste un élément toujours incontournable avec des franchisés, avec des ventes à l'international. Et on a encore beaucoup de clients qui utilisent les canaux de type téléphone, catalogue promotionnel pour appuyer les ventes. Donc, cette plateforme, effectivement, elle doit, un des premiers aspects, c'est d'offrir des connecteurs sur les différents front office de vente. Et on va retrouver des objectifs qui sont multiples. L'objectif principal visé, c'est bien sûr l'amélioration de l'expérience client. Donc, ça veut dire que de l'élaboration d'un devis pour des ventes, je vais citer des exemples sur des ventes de piscine, par exemple, pour un client tel Thierry Jardin, en passant par le paiement jusque. Alors, le paiement, ça reste toujours un élément irritant. Pas parce qu'il faut dépenser de l'argent, mais souvent parce qu'il est associé à des temps d'attente qui sont toujours rédhibitoires, jusqu'au service après-vente, qui reste pour beaucoup d'enseignes quand même un maillon faible et qui, en tout cas, vu la perspective client, qui est révélateur de mauvaises expériences. Donc, le deuxième objectif, c'est bien sûr accroître les revenus, parce que là, on ne parle pas de déplacer du chiffre d'affaires entre les canaux, on ne se bat pas sur le chiffre d'affaires qui est affecté au magasin, qui est affecté au canal web, même si en cas de pandémie, ça a été salvateur pour beaucoup d'enseignes qui ont eu comme seul canal de vente ouvert le web. Mais là, on va vraiment parler de vente additionnelle possible tout au long du parcours client, c'est-à-dire qu'à tout moment, dans le parcours client, on va être capable de lui proposer des articles additionnels, que ce soit pour faire du cross ou de l'upselling. Donc, cet indicateur de vente additionnelle est vraiment un indicateur à mesurer qui, par exemple, va inclure nativement les commandes qui sont passées directement au magasin sur des articles en rupture. Ça, c'est un élément de vente additionnelle qu'il est important de noter. Pour simplifier le SI, la plateforme doit mettre aussi à disposition donc des API, des connecteurs, des ordonnanceurs pour faciliter les échanges avec l'ensemble de l'écosystème des applications tiers. Elle doit
comporter ou se connecter sur des référentiels centralisés, donc tout ce qui est référentiel produit, tout ce qui est référentiel client, bien sûr, le référentiel unique, unifié des clients. Ça doit gérer aussi la partie traitement de la commande distribuée, donc le Distributed Order Management, qui doit traiter de façon centralisée l'ensemble des commandes clients en identifiant le meilleur site où la marchandise est disponible pour répondre à la promesse client, encore une fois, dans les meilleurs délais et aussi dans les meilleurs coûts. Et bien sûr, une vision des stocks unifiés qui va vous être détaillée par l'OPSI. Merci Eric. Ce qui est alors notamment intéressant au travers de ce qu'on parlait ici de commerce unifié et plus particulièrement de plateforme de commerce unifié, c'est justement d'avoir au sein d'un écosystème informatique, d'avoir un ensemble aujourd'hui de composants qui vont communiquer ensemble et sur lequel on va pouvoir justement offrir cette vision. Donc, l'un des gains justement les plus marquants de ce commerce, ça va être la mise à disposition d'un stock unifié et le tout en temps réel. Ce qui était, on va dire, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, quelque chose de très compliqué, voire d'impossible. Lorsqu'on parlait de cross-canal avec des systèmes hétérogènes qu'on faisait communiquer ensemble, où généralement on allait avoir à chaque fois un laps de temps, donc pas du temps réel, mais de l'asynchrone, au travers de fichiers plats, de fichiers XML ou autres, on retrouvait justement donc un certain temps de latence, alors qui pouvait être des fois de l'ordre de quelques heures, mais des fois souvent c'était au travers de chaînes de nuit, et donc on n'avait jamais une vision complète en temps réel de ces stocks. Donc ici, le fait de parler de plateforme, ça prend tout son sens, et de commerce unifié, c'est parce que de manière native, ces solutions vont se mettre à communiquer. Et ce qui est super important, c'est comme l'expliquait Eric, c'est justement de venir replacer jusqu'alors le client, qui était en tout cas un peu les derniers éléments, un peu à la fin, le consommateur, mais le remettre au centre. Donc devenir ce qu'on appelle customer centric et le mettre au centre de toutes ses attentions, c'est lui donner accès à un ensemble de marchandises en temps réel, qu'importe son lieu de stockage. Donc alors, il devient alors possible pour ce client final d'effectuer un achat, une commande, alors qu'importe son canal de vente. Donc là, on parlait aussi bien que ce soit depuis le magasin ou depuis la plateforme e-commerce ou depuis, pourquoi pas, une marketplace. Mais c'est surtout le plus important et ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est qu'importe le lieu de stockage de la marchandise. Parce que jusqu'à aujourd'hui, lorsque je commandais sur le web, c'était essentiellement pour un stock web ou pour un stock logistique. Quand je commandais en magasin, je commandais sur le stock du magasin, voire je pouvais peut-être avoir une vision sur le stock web. Mais on était justement cross-canal, pas omnicanal et surtout pas stock unifié. Donc ici, alors, ce qui est super intéressant, c'est qu'on va pouvoir commander, même sans le savoir, même sans le client le sache, sur différents stocks qui lui seront mis à disposition. Donc, bien entendu, on a les classiques, le stock magasin, le stock web, le stock des entrepôts. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on va y greffer donc toute la partie marketplace et surtout aussi, comme on en parlait un peu plus tôt, la partie fournisseur. Donc, le client, même sans le savoir, pourra commander au travers d'un site e-commerce, au travers d'un magasin, sur des stocks, par exemple, qui ne sont même pas encore achetés par l'enseigne, parce qu'ils sont aujourd'hui disponibles au travers d'un fournisseur. Et donc, justement, au travers de tout le process qu'on a pu voir d'automatisation, on peut très bien imaginer un achat, un appro en automatique qui se fait au travers justement des processus d'achat, des processus EDI, justement pour ne plus manquer de vente et de servir le client. Donc, ce qui est vraiment intéressant au travers de cette vision de stock unifié, ça permet aujourd'hui de répondre à des parcours clients, à des nouveaux parcours clients, mais surtout d'en imaginer des futurs. Donc, ça fait la transition avec la partie parcours client, parce que aujourd'hui, et encore plus alors dans le contexte de crise qu'on connaît, il y a des nouveaux parcours clients qui viennent s'ajouter, qui se démocratisent de plus en plus chez les retailers. Donc c'est un peu comme ça qu'on l'a schématisé, c'est on va retrouver en fait un peu cette forme d'iceberg, à savoir la partie visible. Ce sont les parcours qu'on connaît, le click and collect, la e-réservation, les ship from store, le web from store, donc des choses connues depuis quelques années. Et on a la partie donc
non visibles de l'iceberg, qui sont ces futurs parcours. Donc, on commence à entreapercevoir, qu'on imagine, mais qui ne sont pas encore bien définis, en tout cas où les contours, on n'arrive pas à voir la profondeur jusqu'où on va aller. Donc, on notera en tout cas au travers typiquement, alors avec la période actuelle, de nouveaux parcours phares, qui ne sont pas nouveaux, mais qui ont pris énormément d'ampleur sur ces derniers mois, donc, notamment le Ship from Store en est un bon exemple, qui correspond ni plus ni moins, alors c'est la prise de commande depuis un e-commerce, mais dont la marchandise est, elle, envoyée depuis le stock d'un ou plusieurs magasins. Ça va dépendre de la disponibilité. Et ça, c'est assez intéressant pour une enseigne. Ça permet de répondre, dans tous les cas, à un besoin client, donc d'effectuer une vente, même si ce stock est en rupture sur les plateformes logistiques, entre autres de la partie web, ce qui arrivait pas mal avec vu que c'était le dernier canaux disponibles durant la période Covid. Mais c'est également, ça permet à ces enseignes d'écouler de la marchandise qui avait été surstockée, donc suite au confinement, couvre-feu et autres mesures restrictives. Donc, ce qui est intéressant, c'est justement ces enseignes, même s'ils ont, pourquoi pas, encore du stock aussi sur le web, de pouvoir écouler cette marchandise qui était en surstock et dont ils savent qu'ils vont avoir du mal à vendre en ce moment. Donc, on le sait aujourd'hui qu'on est au début d'une révolution, et pas juste une évolution, mais d'une révolution de ces nouveaux parcours et des nouveaux modes de consommation, donc qui vont continuer à apparaître sur les prochaines années. On le sait tout simplement parce que, on va dire, au travers du monde, au travers des continents, tout le monde n'avance pas à la même vitesse et n'a pas justement mis ses critères au même endroit. Donc si on peut prendre, on a des parcours totalement différents en Asie et particulièrement en Chine, et ça depuis maintenant bientôt 10 ans au travers d'applications telles que WeChat. WeChat est au cœur aujourd'hui du retail et au cœur de la vie des consommateurs. Et on retrouve aussi, alors plutôt côté Amérique, mais qui commence à s'étendre aussi en Europe, avec d'autres modes de consommation et d'autres parcours clients qui vont être tout à fait différents du parcours physique, donc à l'image d'un Amazon Go qui continue donc son expansion, donc là en Europe plus récemment avec l'ouverture d'une boutique à Londres. Et donc, ce qui est intéressant au travers de ça, et ça permet un peu de boucler, c'est qu'aujourd'hui, seul un retailer qui a une plateforme de commerce unifiée qui va être alors moderne, omnicanal et dont les connexions sont natives, va leur permettre de répondre donc à l'ensemble de ces parcours donc existants aujourd'hui, mais c'est surtout de pouvoir anticiper les changements qui vont arriver donc dans les mois et surtout dans les années qui arrivent. Et donc, en plus de toute cette partie-là qui est au cœur du commerce et qui est en pleine mutation, l'un des enjeux ultra importants, c'est de pouvoir justement piloter et de pouvoir tout simplement, on va dire, avoir cette vision sur cette performance. Donc, je vais relaisser la parole à Eric sur cette dernière partie. Ouais, merci Louis, parce que effectivement la collecte d'informations est de plus en plus importante pour les retailers, afin, je dirais, de mieux comprendre et surtout d'anticiper le comportement d'achat des consommateurs qui est de plus en plus volatile. Donc ça, c'est une tendance qui se développe depuis plusieurs années. De mon point de vue, l'évolution majeure que l'on voit apparaître, c'est que maintenant les solutions technologiques permettent d'avoir autant, je dirais même, voire plus d'informations sur le comportement du client en magasin que grâce au digital. Donc le défi, bien sûr, principal reste de réconcilier les deux sources d'informations, mais on peut trouver, par exemple, en magasin, on peut collecter beaucoup plus que des entrées-sorties, mais identifier le parcours du client, les rayons visités, etc. Et en utilisant des solutions telles que la reconnaissance vidéo, la géolocalisation du téléphone du visiteur à l'intérieur du magasin, etc. Donc ça, effectivement, ça va permettre de donner de plus en plus d'informations sur le pilotage de l'activité, je dirais, avec des indicateurs traditionnels sur le taux de transformation, le panier moyen, le chiffre d'affaires, la marge, etc. Mais ce qui est un petit peu aussi complémentaire, c'est que, comme nous l'avons vu précédemment, l'automatisation des processus d'achat doit être accompagnée d'outils de contrôle et de pilotage. Et donc là, il faut être capable de croiser des données liées sur des données qui vont être basées sur plusieurs je ne vais pas dire dimensions, mais plusieurs domaines. Donc, croiser des données sur les ventes, sur les stocks, sur l'approvisionnement. Et donc là, on doit avoir une solution globale
qui peut plus répondre uniquement si on a des cubes d'analyse multidimensionnels. Mais l'objectif est bien faire de ce qu'on appelle du data discovery, et j'aime bien dire pouvoir répondre aux questions que l'on ne sait pas poser. Donc, par exemple, identifier qu'un BES dépasse tous les espérances et que son taux de rupture dépasse son taux de service. Donc ça, ce sont des informations qui sont d'autant plus importantes lorsqu'on lance effectivement des nouveaux produits sur le marché ou une nouvelle collection. Donc, il faut des solutions qui soient de plus en plus performantes, puisque la masse d'informations à traiter, bien sûr, il y a les articles, les sites, mais aussi le référentiel client. Donc, on a de plus en plus d'informations et ces différents parcours, toutes les interactions. Donc, ça fait énormément d'informations à traiter. Et donc, des solutions performantes qui doivent être capables d'agréger de plus en plus de données et d'être capables de restituer une information synthétique, je dirais de plus en plus en temps réel. Donc, on est dans certains cas pas à réagir au lendemain, mais au cours de journée. Par exemple, si le taux de transformation baisse, quel est l'impact sur le personnel en magasin, etc., etc. Donc, cette information, elle nous permet d'identifier rapidement les évolutions positives ou négatives, enfin, d'en identifier les causes et de pouvoir rentrer dans le détail et d'essayer d'y remédier. Donc, les solutions technologiques doivent ainsi apporter des restitutions graphiques multiples pour une interprétation rapide. Ils font donc plus que des courbes, histogrammes ou camemberts traditionnels. On doit trouver des représentations graphiques qui doivent être complétées aussi par des outils de simulation. Ce sont des éléments importants. C'est par exemple quel impact sur mes stocks, sur mes achats, si je lance une opération commerciale sur telle ou telle liste d'articles. Être capable, par des simulations, de mesurer en temps réel l'impact des décisions et des différents indicateurs que l'on a pilotés en amont. Donc, à la fin de ce webinaire, et donc je n'ai pas vu beaucoup de questions qui ont été posées, que vous avez posées. Donc il y a une seule question qui demande effectivement quel est le lien entre Comarch et Acteos sur les sujets d'appro. Alors effectivement, je vais y répondre puisque effectivement on est, comme je l'ai dit au début, nous avons des solutions et des modules qui sont tout à fait complémentaires. Donc effectivement, nous sommes partenaires de la partie forecasting d'Acteos, donc ce qui nous permet d'offrir une solution globale à nos prospects et nos clients pour traiter de la prévision de vente, donc de l'exécution, l'automatisation, donc avec notre ERP, avec notre plateforme EDI pour communiquer. Donc on est directement sur cette partie-là, partenaire et surtout intéressant, complémentaire. C'est ce qui nous a motivé à animer ce webinaire ensemble. Je ne sais pas si Louis, tu peux répondre à une autre question ou Benoît. Ouais. Alors, on a une seconde question sur la partie slide 13. Je vais volontairement y retourner. Alors, 8. Donc, sur la partie automatisation des achats, sur la génération et automatisation avec les fournisseurs. Alors ici, en fait, toute la logique, hein, je pense qu'on fait référence à cette partie-là au niveau de cette brique ici. Donc, comme l'expliquait en fait Eric, on va retrouver en fait un partenariat donc avec Acteos qui est en amont, donc sur la partie calcul des prévisions de vente, donc basée sur plusieurs indicateurs, donc sur une partie historique avec des coefficients, etc. Pourquoi pas aussi sur les dernières semaines de vente. À partir de là, ces prévisions de vente vont pouvoir, au sein de Comarch, proposer, faire de la suggestion de commande, donc de la proposition d'achat pour les fournisseurs. Donc, on va par rapport à ces critères, par rapport à ces projections, par rapport au stock que l'on connaît dans le RP au travers que ce soit en magasin
ou en magasin ou en entrepôt, on va pouvoir justement faire cette suggestion de commande. Et c'est là où on enchaîne sur une automatisation de la commande. Donc là, c'est bien entendu en fonction de la configuration et un peu du business qu'on souhaite suivre. Mais soit on peut, si on imagine avoir de la marque de distributeur, donc avoir un process qui va directement envoyer à notre fournisseur, donc au travers d'interface EDI, donc la commande. Donc, ce sera au fournisseur de la réceptionner, de la confirmer ou de l'adapter en fonction de son taux de réponse auquel il peut apporter. Ou ça peut être juste de la suggestion avec de la proposition, avec, on va dire, une certaine temporisation, avec une demande de validation ou de modification si on définit un workflow auprès donc, des équipes approvisionnement et achat. Okay. Merci Louis pour cette réponse. J'ai posé une question à Benoît. Comment Acteos adresse-t-il les enjeux des retailers qui sont à la fois sur des technologies software et hardware? Bah, clairement, effectivement, c'est les points qui sont à la fois, comme Acteos est éditeur et intégrateur de progiciels, hein, vous l'avez vu, TMS, WMS, FPS, également sur de la BI. Mais Acteos est également aussi intégrateur de solutions de mobilité au sens large, via les quelques exemples que j'ai donnés. Donc, au-delà de l'intégration, c'est aussi du conseil. Donc, Acteos accompagne bien des nombreux clients et des projets qui sont mixtes sur des problématiques, puisqu'on adresse bien l'écosystème entier. Hein. Les exemples que je donnais sur l'entrepôt sont valables aussi sur le transport, bien sûr, type Voice, PDA et autres. Et tout ça, finalement, la force également, c'est le support unique. C'est-à-dire que pour le coup, on a vraiment une équipe support dédiée pour le compte du client qui va adresser toutes les problématiques de cet écosystème. Ok, bien, merci Benoît. Une autre question qui était posée, c'était est-ce que Comarch propose un module WMS? Non, le module WMS bien fait partie de la solution d'Acteos. Effectivement, on a un module de gestion des stocks, comme l'a précisé Louis. Mais le module WMS est bien inclus dans l'offre d'Acteos. Et tout à fait complémentaire avec, bien sûr, avec notre ERP. Donc je pense que nous avons répondu à toutes les questions. En complément sur la partie WMS, on restera de toute manière bien sûr disponible si vous avez besoin de compléments pour rentrer plus dans le détail fonctionnel lié à vos problématiques type omnicanal. Juste en deux mots, le WMS ne fait pas office d'OMS, d'Order Management System, avec ses fonctionnalités finalement de choix d'un point de vue retail du meilleur point de livraison. Mais ça, voilà, on peut bien sûr en rééchanger a posteriori, puisque vous pouvez aussi nous contacter via notre site internet sur des questions plus précises. Pardon, c'était le petit complément sur ce sujet. Merci Benoît. Et j'aimerais alors peut-être une dernière question. Non, juste. Alors effectivement, donc alors je vais d'abord vous remercier pour votre participation et votre écoute. Donc et juste faire un petit rappel. Donc en phase avec ce webinaire, nous avons réalisé donc toujours Comarch Acteos un livre blanc qui vous donnera quelques précisions et cas métiers complémentaires. Donc il vous sera envoyé électroniquement et puis bien sûr restera téléchargeable sur nos sites web. Donc je vous en souhaite bonne lecture et puis bien sûr on reste disponible pour tout complément d'information. Et je terminerai en vous disant plaisir de vous revoir très bientôt lors d'un prochain événement. Et encore une fois, je vous remercie de votre attention. Merci à tous. Merci à tous, bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.